Est-ce que vous pouvez nous donner le sens de cette volonté de faire un reportage sur les lendemains du mariage gay? Est-ce qu'il y avait besoin encore plus d'explications ou simplement pour peser les conséquences de cette réforme? Alors, ce qui est curieux, c'est que ce reportage a été fait. Euh, mais enfin, moi, j'ai été au courant qu'il a été mis en ligne il y a 2 mois, depuis une semaine, quoi. Donc, son réalisateur, qui s'appelle Mathias Barbier, qui a fait un superbe reportage. Donc, vous irez voir, hein, c'est sur YouTube. C'est les lendemains tristes du mariage gay. Donc, il y a un petit jeu de mots. Voilà. Euh, qui- euh, c'est un reportage qui est atemporel puisqu'il a été fait, je pense, en début d'année. Hein, donc, la preuve que ce qui est dit est nécessaire et n'a pas été dit. Parce que, enfin, je veux pas jeter de l'huile sur le feu, mais pour l'instant, les, enfin, nos paroles d'opposants au mariage pour tous sont passés sous le prisme de Brigitte Bardot, de Civitas, du Petit Journal et puis un peu de KTO. Mais on ne nous a pas laissé la parole. Là, c'est la première fois que je vois un reportage où on peut s'exprimer, on peut exprimer notre position, on peut argumenter, et en plus que nos thèses sont soutenues par des preuves à l'image juste après. Donc c'est hyper confortable, c'est hyper clair. Moi, ce qui est génial, c'est que quand je parlais de Madame Taubira et de ce qu'elle avait dit, j'avais des images en tête de discours à l'Assemblée nationale, et Mathias Barbier, sans que je lui dise, il a mis exactement les extraits que je pensais. Quand je disais, ben voilà, Madame Taubira a 3 ennemis, l'Église, la domination masculine et le mariage, il m'a sorti juste les extraits que j'attendais. Et c'est d'une clarté, enfin, ce reportage est très efficace. Et je me dis, mais comment ça se fait que depuis tous ces mois-là, on n'ait pas été capable, enfin, c'est pas nous, c'est qu'on ne nous a pas laissé la parole, et qu'il y a eu peu de médias qui nous ont aussi, qui ont servi notre message, pour nous donner les moyens, les instruments pour illustrer nos arguments. Donc il y a du boulot, mais ce qui est très beau, c'est qu'il est, ben, voilà, en une semaine, il a été très visité, et il y a des grands besoins, et il faut reconnaître aussi que nous, on a compris, et on commence à comprendre notre combat au fur et à mesure, mais on a fait un chemin énorme en quelques mois pour se former sur des sujets qui en apparence, qu'on aurait délaissés en disant non, le mariage, ça n'a rien à voir avec l'amour, on ne parle pas d'amour. Le mariage, ça n'a rien à voir avec l'orientation sexuelle, ça a à voir avec la différence des sexes, on ne parle pas d'homosexualité. Le mariage, ça n'a rien à voir avec la foi, on ne parle pas de foi. On n'est pas tombé dans ce panneau-là, contrairement par exemple à l'Espagne. Et on a parlé d'homosexualité. In extremis. Alors qu'on aurait pu se dire non, c'est pas le débat. On commence à parler d'amour et de la dimension sacrée du mariage. On parle de la différence des sexes, du bien commun. Voilà, ce sont des thèmes, je pense que c'est très très important qu'on en ait parlé, et c'est pour ça, à mon avis, que le mouvement français est plus fort qu'en Espagne. Alors que pourtant, on reconnaît exactement les mêmes symptômes. Là, le mariage pour tous est passé en Espagne en 2005. La population espagnole s'est vraiment énormément mobilisée. Ils étaient 1 million sur la place d'Espagne, donc ils ont vécu une forte mobilisation. 1 million de personnes en Espagne, qui est un pays plus petit que la France, c'était énorme. Et puis quand le mariage est passé, après, ils ont attendu quelques mois, et là, toute la population, comme nous maintenant, est descendue dans la rue, et puis Zapatero, le Premier ministre, est tombé. On vit un peu, enfin, on a un avant-goût avec le cas espagnol de ce qu'on vit en France, mais il y a quand même des grandes différences, je trouve, c'est dans le recul qu'on a sur certains thèmes. Je suis désolé, je suis un peu long là. Le recul qu'on a, le fait qu'on ait osé aussi, qu'on a une place dans le monde, et dans le monde diplomatiquement et politiquement plus importante, il faut le reconnaître, et qu'on est regardé par beaucoup de nations.
Et puis aussi pour cette mobilisation qui est énorme. Donc il faut qu'on profite de ce qu'on a deviné, mais maintenant il faut qu'on y rajoute de la conscience. Et c'est ça que je dirais moi par rapport à ce que tu as dit Béatrice, c'est que oui, je pense que le bien commun, voilà, c'est ce qui nous a fait lever, mais en a-t-on conscience? Est-ce qu'on a des mots et quelque chose qui est défendu sans conscience, c'est aussi défendu par notre gouvernement socialiste, qui est aussi pour le bien commun. Mais qui, ben, si on les écoute, ils sont pétris de bonnes intentions, de leur point de vue. Donc, en revanche, et c'est ce qui fait la différence, c'est que je crois, c'est qu'il faut que nous, qu'on mette de la conscience derrière ce but juste. Parce que s'il n'y a pas de conscience, il n'y a pas de liberté, et c'est un mouvement difficile à ordonner, qui perd de sa paix, qui va faire que les moyens ne vont pas être conformes à la beauté de la fin, et donc ça va donner place à des violences que je vois. Donc il faut vraiment que nous, on fasse notre travail là d'éveil des consciences. Et les veilleurs, pour ça, je trouve qu'ils jouent un rôle merveilleux, c'est qu'ils ont compris que voilà, il n'y a pas de but juste sans conscience de ce but, sans réflexion autour de ce but. Je sais pas, Ouais, je rajouterais qu'il y a un élément pour le bien commun. Tu dis, Philippe, qu'il recherche le bien commun. Je ne sais pas s'il recherche le bien commun parce qu'on vit dans une société. On le voit bien avec toutes les reculades du gouvernement. Il y a eu 3 reculades en l'espace de 3 semaines sur différents sujets, que ce soit l'affaire Leonarda, l'écotaxe, l'histoire aussi de l'imposition des PEL. On sent qu'il c'est un canard à qui on a coupé la tête et qui on ne sait pas où il va. Il y a quand même un problème de but, il y a quand même un problème de vérité en politique. Le bien commun, il se fonde quand même sur un certain nombre de fondamentaux. Parce que sinon, justement, on va ressembler dans l'écueil du communautarisme. C'est-à-dire que le pouvoir politique, au sens libéral moderne du terme, ça va être une espèce d'arbitrage entre différentes revendications individualistes et communautaires, dans une société de plus en plus éclatée. Or, justement, on doit fonder le bien commun sur la recherche d'un minimum de vérité, qui est sans être forcément métaphysique, mais je crois aussi qu'il y a un bien à rechercher. Et ça, cette réflexion, elle nous mène à des années-lumière du raisonnement libéral, pour qui, au contraire, la société parfaite, c'est d'abord l'espace de la société, c'est le marché, et puis c'est ce qu'on appelle, ce que Miché appelle l'empire du moindre mal, c'est-à-dire on va essayer d'arbitrer tant bien que mal différentes revendications, mais on ne va pas réussir à bâtir un bien commun là-dessus. Donc il y a quand même la question de la vérité en politique. Et ça, c'est vraiment un débat complètement philosophique qui nous place à des années-lumière des démocraties modernes qui sont des lieux d'arbitrage entre des revendications communautaires contradictoires et qui devient un champ clos d'intérêts divergents où c'est la loi du plus fort finalement et de la violence. Alors en fait, moi je voulais rebondir, je suis d'accord avec ce qu'a dit Philippe. J'y mets juste une petite nuance parce que d'abord, je pense qu'il faut autoriser, si on peut dire, les gens à être en colère. Je crois que être en colère, c'est une émotion. Être en colère, c'est comme l'énergie, ça n'est ni bien ni mal, c'est une émotion. Et je crois qu'en ce moment, les gens sont en colère, qu'ils ont raison d'être en colère, et qu'on ne peut pas leur dire écoutez, voilà, on ne dit rien, il faut juste investir tous les champs. Certes, il faut les investir et les investir dans la paix, je suis d'accord, mais il y a quand même une petite chose, c'est qu'il y a une urgence à mon avis. Parce que si on attend 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, en disant on a toute la vie devant nous et il faut investir tranquillement, etc., tous les champs, et ça c'est vrai qu'il faut le faire. On a quand même des générations sacrifiées. Moi, je vois les petits qui ont 4 ans, 5 ans, si on se dit on a tout le temps et il faut juste investir tranquillement tous les champs de la société, on va se retrouver dans 10 ans avec un système qui aura créé ces anticorps, parce qu'en fait, moi j'analyse la chose en disant actuellement il y a un système. Nous, quelle est notre force pour l'instant? C'est qu'on est les microbes ou les virus du système. En quoi on les dérange? On les dérange comme un corps est dérangé par un microbe. Simplement, le corps ou le système sait créer des anticorps quand il est trop long, quand c'est trop long. Il crée ses propres anticorps.
il crée ses propres médicaments internes. Donc si on laisse trop de temps au système en continuant, je ne parle pas de violence, hein, mais je dis qu'il y a quand même une urgence et qu'on laisse trop de temps à ce système, et ben ce système va tranquillement éliminer les microbes et virus que nous sommes, et puis tranquillement recommencer la même chose, sauf qu'il sera encore fortifié, puisque donc nous, il faudra qu'on soit des microbes mutants. C'est déjà un peu compliqué d'être microbe. Si en plus il faut être microbe mutant, il va nous falloir encore de l'imagination. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut malgré tout se dire que bien sûr on a l'éternité devant soi, mais moi je vois mes enfants sont élevés, tant mieux. Mais je vois les enfants de mes amis ou qui ne sont pas encore complètement élevés ou des enfants plus petits, et je me dis, quand je regarde les livrets, les livrets d'école, là, les programmes, etc., et que je vois déjà qu'à 4 ans, on est en plein, dans ce que j'ai vu en tout cas, dans le gender. Est-ce que tu es bien dans ton identité? Est-ce que tu te sens? Comment tu te sens? Est-ce que tu te sens fille? Est-ce que tu te sens garçon? Je ne parle pas des catalogues de jouets, etc., qui ont fait un peu la une ces derniers temps. Je pense qu'il y a quand même urgence. Donc il faut dénoncer, et on a le droit, je n'ai pas parlé de violence, mais on a le droit de dénoncer avec colère. Donc on a aussi le droit d'élever un peu la voix et de dire non, je ne suis pas d'accord, je tape du poing sur la table, je manifeste, et je manifeste à un moment, pas forcément dans le bleu, le blanc et le rose, même si j'ai trouvé que tout ça était très très bien. Hein. Y a pas de... Non, mais il n'y a pas de problème. Mais je veux dire, il y a un moment où il faut savoir aussi passer à autre chose, savoir aussi se transformer, essayer de canaliser la colère, cette colère du peuple qui gronde. Et encore une fois, ils ont le droit, parce que nous, ça va, on a encore la possibilité de s'offrir un coca ou une bière, mais il y en a qui n'ont même plus cette possibilité-là. Donc leur dire à eux, non, mais attendez, on y va mollo, etc., je pense que ça n'est pas audible. Donc je crois qu'il faut être extrêmement à l'écoute de tout ce qui est en train de se passer là. Nous, on a la chance d'avoir réfléchi à tout ça, d'avoir la possibilité, parce que justement, on n'a pas le ventre complètement creux, de se mettre un peu au-dessus, de chercher quel est le bien commun, mais aussi, on a, à mon avis, le devoir de le crier, ce bien commun. Et encore, dans le cri de colère, c'est pas la violence. Et je crois qu'il faut aussi déculpabiliser sur le fait que oui, on est en colère, on a le droit de le dire, on a le droit de dire que ça n'est pas la vérité, on a le droit, et non, enfin non seulement on a le droit, mais je crois qu'on a le devoir, et que chacun a sa façon. Alors Philippe, tu parles des veilleurs, moi j'y suis énormément, et je trouve que c'est un mouvement formidable, chacun son charisme. Il y en a qui s'appellent les omens, que je trouve aussi absolument formidables, parce qu'ils ont le charisme d'omen. Il y en a qui sont des sentinelles, il y en a plein, qui ont des bonnets rouges, ou pas d'ailleurs, qui se font aussi, parce que pendant qu'il y avait Quimper, il y avait aussi les 25 sentinelles qui se sont fait choper la nuit, et peut-être l'un d'entre eux pourra nous en parler, puisqu'il y était à Paris. Et ben, les sentinelles aussi ont leur propre charisme, et je pense que ce qu'il faut, c'est une résistance protéiforme, et que, comme je vous parlais de microbes, les microbes, ils sont souvent protéiformes, et c'est ce qu'il faut impérativement encourager, c'est de dire chacun son charisme. Il n'y a aucune division, aucune. À mon sens, il n'y a aucune division. Et quand l'année dernière on disait le printemps français, oui, mais vous êtes en train de diviser tout ça, moi, j'ai jamais été d'accord, parce que j'ai dit, ça veut juste dire qu'il y en a. Il y a l'armée régulière et il y a les voltigeurs. Et dans les voltigeurs, eh ben, il y a tout un tas de voltigeurs qui sont différents. C'est comme ça qu'on gagne une guerre. On ne gagne pas une guerre en étant tous en rang comme ça. On gagne une guerre parce qu'il y a des créatifs. Il y en a qui savent faire d'une façon, il y en a qui ont un charisme propre, il y en a qui peuvent rentrer dans tous les mouvements culturels, associatifs et autres. Et puis il y en a qui ont un autre charisme et qui sont incapables de rentrer ou en politique ou dans des associations. Et ben en fait, il faut laisser sa chance à chacun. Je crois que la question qui est extrêmement importante et qu'il faut se poser, c'est quelle est sa propre place dans la résistance. À partir du moment où chacun se sera posé la question de savoir quelle est ma place et qu'est-ce que je suis prêt à sacrifier et jusqu'où je suis prêt à aller, parce que tout le monde n'est pas obligé d'aller au même rythme, mais tout le monde doit se poser la question de sa propre place et du sacrifice qu'il est prêt à faire.
C'est-à-dire, ce que je dis toujours, c'est un petit pas de côté qui amène un autre petit pas de côté, qui amène un autre petit pas de côté. Quel est ce petit pas de côté que je suis prêt à faire et quels sont les sacrifices que je suis prêt à faire? Parce que je suis convaincue que tout ça va se faire malheureusement, et évidemment que je ne le souhaite pas, évidemment, enfin, je ne sais pas qui pourrait le souhaiter dans cette salle, de la violence, évidemment, mais je pense qu'on ne fera pas l'économie à un moment que ce point tapé sur la table ne soit pas agréable. Et je pense qu'il faut aussi être prêt à faire des sacrifices. Moi j'ai envie de rebondir, Béatrice. Samedi dernier, la police a tiré au lance-grenades. Donc le lance-grenades, je pense que quelques-uns étaient là au pseudo-débordement pendant la Manif pour tous. Vous savez, c'est un espèce de gros fusil qui balance la grenade dans la foule et qui permet aux policiers de ne pas savoir sur qui ils tirent. Sauf que c'est tombé sur des ouvrières de chez GAD. Des femmes qui avaient travaillé pendant 40 ans dans leur usine qui se font virer. Bah, écoutez, moi je peux vous dire que sur le moment, si elles avaient pris la grenade et qu'elles l'avaient balancée sur les CRS, j'aurais applaudi. Bon, elles ne l'ont pas fait parce qu'elles étaient un peu choquées, mais je pense que ça Il faut pose... savoir compter jusqu'à 3 aussi. Ça pose une autre question, c'est... parler de la violence et la refuser, je pense que tout le monde est d'accord qu'on ne veut pas poser de bombes. Mais en revanche, à quel degré on la met, à quelle intensité d'opposition on met la violence, je trouve que englober la violence, c'est un petit peu réduire la signification qu'elle peut avoir. Philippe, qu'est-ce que vous en diriez? Alors, déjà, moi, je tiens à dire que tout ce qui est mou me fait chier, mais royalement. Donc, non, mais... Et je suis d'accord que... là, il y a vraiment... Enfin, je l'ai dit, il y a des révoltes. C'est Pascal Bruckner qui le dit. Il y a des révoltes qui sont justes, des colères qui sont justes. Quand l'humanité est oubliée, quand la dignité humaine a été gommée, c'est la seule chose, la révolte qui nous reste pour être humain. Donc oui, il faut qu'on gueule, il faut qu'on dise ce qui ne va pas, mais je crois que ça va, enfin voilà, ça va avec ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il faut qu'on soit acteur sur des terrains vraiment d'action, pas simplement oh, et puis on nous coupe le micro, donc on pourra hurler tout ce qu'on veut, ça ne servira à rien. Donc autant, alors et puis c'est pas un appel à la patience. Moi je veux que ça se fasse tout de suite, et ça peut se faire tout de suite. Je vous assure, moi par exemple, vous avez peut-être vu pour certains, j'ai fait un clip qui s'appelle C'est bien gentil, qui est vraiment pas terrible, mais je sais, c'est hyper cheap. Et ben ça touche au culturel et au médiatique. Ça a fait 94 000 vues. Glorious, qui eux font des concerts, qui se cassent le cul à faire un super clip, nous dansons, ils étaient verts de voir que moi je faisais plus de vues alors que je fais pas de concert. Et je me dis, mais j'en discute avec des prêtres qui me disent le terrain par exemple du culturel, qui est simple parce que les gens ne lisent plus, ils regardent un clip, et c'est là, un chanteur a plus de poids maintenant qu'un homme politique, il est plus écouté et plus respecté qu'un homme politique. Il n'y a personne, je trouve, de ceux qui s'opposent à la loi Taubira, il n'y a personne sur ces terrains-là. Alors que je vous assure, il y a... Oui, il y a moi. Et moi, j'arrive avec un disque qui va être top, et justement où je m'investis, je suis tout content parce que oui, certes, tout le monde ne peut pas aller sur ce terrain-là. Moi, je peux y aller et je vais pas bouder mon plaisir. Il y a une chanson sur Erwan Binet que je fais. Je suis trop content. Erwan Binet, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le rapporteur officiel de la loi, qui maintenant disparaît après avoir complètement court-circuité les débats. Donc je suis tout content, mais je me dis, je sais pas, il y aurait 4 nanas ici qui font un clip débile sur l'opposition au mariage gay et qui le mettent sur YouTube. Je vous assure que ça marche mieux que 2 millions de personnes dans la rue. C'est fou, mais c'est comme ça. Et ça touchera plus les gens. Il a suffi de 3 ou 4 homens à Roland-Garros. D'ailleurs, je l'ai rencontré, le homen qui arrive avec sa torche. Comment ? Celui qui a sauté. Lui a fait plus de bien à notre mouvement, et de manière complètement pacifique, mais il a fait plus de bien à notre mouvement pour le faire connaître que plein de bonnes volontés qui ont crié leur colère. Et encore, non, parce qu'on s'est dit que la colère c'était pas bien. Finalement, je me dis, on a tellement à faire
On a tellement à faire parce qu'on a des